Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de À nous la télé. Nous sommes toujours dans la dynamique de la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Et nous avons décidé de revenir sur un sujet assez important, à savoir les violences conjugales. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un invité spécial sur notre plateau. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Mais bien avant, retour en image sur les violences faites aux femmes avec cet élément récapitulatif de ces violences. C'est signé Balkissa Cissé. Allô la télé. Chaque année, les statistiques toujours croissantes font état de violences que subissent les femmes. Au nombre de ces violences, on peut citer les crimes d'honneur, le fémicide, la sélection du fœtus en fonction du sexe, l'infanticide des filles, l'exploitation politique ou économique, la violence perpétrée contre les femmes âgées, la violence sexuelle liée à la dot et l'agression vitriole. Selon l'OMS, une femme sur 7 est victime de viol. 130 millions de femmes sont mutilées ou excisées. Les femmes sont très souvent considérées comme des esclaves dans certaines régions. Dans les faits, ces statistiques se traduisent en Turquie, par exemple, par le viol d'une étudiante de 20 ans brûlée et violée. C'est aussi le meurtre d'une mère de famille charcutée par son mari. C'est la petite fille mariée à 12 ans. Ce sont des Congolaises qui sont violées et deviennent des victimes collatérales. C'est le cas en Inde avec le viol en public ou le viol collectif d'une fille de 20 ans ordonné par un conseil de village en représailles d'une relation amoureuse. Au Mali, c'est le mari qui a décidé d'arracher la vie à sa compagne par des coups de couteau. L'exemple le plus retentissant demeure en ce jour l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles nigérianes par la secte islamique Boko Haram. Comme à l'accoutumée, nous continuerons à dresser le bilan macabre des violences faites aux femmes si les sanctions exemplaires ne sont pas administrées, si les législations ne peuvent pas protéger les femmes et si les associations ne deviennent pas plus offensives. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous parlerons de violences faites aux femmes, spécifiquement des violences conjugales. Je vous disais, nous avons un invité spécial sur notre plateau et nous avons décidé donc de rendre hommage à Mariam Diallo en sa compagnie. Lui, c'est Monsieur Cheikh Tidiane Diallo. Il est manager d'entreprise, mais aussi le frère de Mariam Diallo. Pour ceux qui sont au Mali, vous avez certainement entendu parler de cette histoire. Nous avons voulu intituler le sujet de la première partie de cette émission. Ma sœur s'est fait assassiné par son mari, en hommage donc à Mariam Diallo. Bonjour Monsieur Diallo. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Maïcha. Non, merci d'avoir accepté de me recevoir ici aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors je disais à nos téléspectateurs que vous êtes le frère donc de Mariam Diallo. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas appris donc ce qui s'était passé, qui déjà était Mariam Diallo? Merci. Tout d'abord, je voudrais ajouter que les images que je viens de voir sont très très dures à regarder. Mariam était une femme de paix. C'est une fille que je n'ai jamais réussi une seule fois dans ma vie à fâcher. Mariam ne se fâchait pratiquement pas. Quand Mariam était fâchée, elle allait dans son coin et puis elle pleurait. Je ne me souviens pas et j'en ai rediscuté beaucoup de fois avec mes parents et je ne me souviens pas une seule fois où Mariam ne m'ait pas parlé parce qu'elle était fâchée ou que je l'ai vue énervée, que je l'ai vue. Donc voilà un peu, Mariam c'était une partie de nous tous. Et bien entendu, parler de Mariam, c'est de parler de moi. Et parler de Mariam, c'est de parler de toutes ces femmes qui aujourd'hui ont appris cette triste nouvelle.
Mariam, aujourd'hui, c'est effectivement l'image de cette souffrance que vivent des milliers de femmes ici et ailleurs. C'est clair. Alors le 5 février dernier, le Mali tout entier, sinon Bamako, s'est réveillé avec cette triste nouvelle. Il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu des choses qui se sont racontées. Et nous, au niveau de Maïcha, on a voulu avoir l'information véritable. Est-ce que vous pouvez nous dire à nous, à nos téléspectateurs et au peuple malien, ce qui s'est véritablement passé ce 5 février 2015 ? Alors, pour expliquer ce 5 février 2015, il faudrait que je vous ramène, dans le meilleur de mes pensées, 3 mois en avant, où je pense que les choses ont commencé à véritablement se gâter, où la question d'alcool a commencé à prendre toute sa part dans la relation qu'ils entretenaient. Mais ces trois dernières années, je pense que nous avons tous, au meilleur de notre capacité, de tenter de régler ce problème. Mais c'est véritablement les 3 derniers mois que les choses se sont accélérées. Que nous sommes rentrés dans une phase que je qualifierais de très très dure, voire même souvent tragique. Nous n'étions pas beaucoup à pouvoir le calmer quand il était dans ces périodes de colère. Oui, je dirais de colère. Et donc un certain nombre d'incidents se sont passés. Incidents dont je ne vais malheureusement pas pouvoir parler ici parce que le linge sale finalement se lave en famille et pour les besoins de l'enquête, je ne suis pas véritablement autorisé à en parler. D'accord. Alors, ce 5 février, j'ai été appelé comme un certain nombre de fois. Cette fois-ci particulièrement, c'était à 6h40 du matin, si mes souvenirs sont bons. Et c'est le frère du mari à Mariam qui m'a appelé et il m'a tout simplement dit qu'il venait d'entendre Mariam crier et qu'il pensait qu'il devait y avoir une querelle. Et effectivement, je suis tout de suite allé au domicile. Et véritablement, je pensais que j'étais en train d'aller pour une querelle. Voilà. Et donc voilà, quand je suis arrivé, j'ai tapé à la porte. Ils étaient enfermés dans la chambre. Il y avait, bien entendu, Mariam, il y avait son mari et il y avait le petit garçon de 16 mois aussi qui était dans la chambre. Ils étaient enfermés et donc je pense que le petit frère avait tenté de lui faire ouvrir la porte, mais il n'avait pas accepté. Et moi-même, quand je me suis présenté, j'ai demandé à ceux qui ouvrent la porte. Il m'a demandé de lui accorder 10 minutes. Il m'a demandé de descendre dans le salon, lui accorder 10 minutes le temps qu'il s'habille. J'ai appelé Mariam. Je voulais quand même l'entendre. Et il m'a expliqué qu'il avait giflé Mariam à 2 reprises et qu'elle était sous le choc et que donc elle ne pouvait pas s'exprimer et que vu qu'elle avait crié, il lui avait lui-même demandé de ne répondre à personne. Connaissant Mariam, je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas empêcher Mariam de me parler. Si moi j'appelle Mariam, quelle que soit la situation, elle va me répondre. Elle n'a pas répondu et donc là, j'ai pensé qu'il avait dû la taper tellement fort qu'elle était véritablement sur le choc, donc dans l'incapacité de pouvoir me parler. Et j'ai tenté à plusieurs reprises, en vain, et
Et donc, nous avons, après 5-10 minutes, décidé d'appeler quand même la police. La porte était fermée, on avait Il n'y avait l'habitude. pas possibilité de forcer la porte? On avait la possibilité de forcer la porte, c'est d'ailleurs ce que j'ai eu à faire par la suite. Mais sur le moment, je vous dis encore une fois, on pensait que c'était juste une petite bagarre conjugale. D'accord, d'accord. Comme ça peut arriver. Et quand les flics sont arrivés, peut-être 10-15 minutes après, ils ont tenté encore de parler au monsieur. Et quand ils ont commencé à lui parler, je leur ai dit, écoutez, ça fait 10-15 minutes que je lui parle. Exigez à ce que Mariam parle, parce que je l'ai déjà entendu pendant 10-15 minutes. Passons à autre chose. Et je crois que dans la seconde, je leur ai dit, écoutez, c'est bon, on va défoncer la porte. Et donc, j'ai tenté une première fois avec un des flics. On a donné un coup de pied à la porte, mais la porte n'a pas cédé. Donc, j'ai dû prendre de l'élan, cogner une première fois. Donc, j'ai cogné une première fois. Et là, j'ai senti que la porte pouvait céder au deuxième coup. Donc, j'ai repris de l'élan. Et puis là, on a défoncé la porte. Et bon, c'est là que nous avons, bien entendu, été témoins de... Vous avez vu ce qui s'est passé. Quel effet ça vous a fait en tant que grand frère? Parce que je pense que ce n'est pas du tout facile. Comment vous avez réagi à l'instant même? Je ne me souviens plus très bien ce qu'était ma réaction. Je sais que je pense avoir tenté de sauter sur le monsieur. Oui. Je crois que ça a dû être ma première réaction. J'ai vu le corps, j'ai dû prononcer certains mots, je ne me souviens plus lesquels, mais j'ai aussi tenté de sauter sur le monsieur et bien entendu les flics derrière m'en ont empêché. Et le bébé de 16 mois, où est-ce qu'il était? Le bébé de 16 mois était dans la chambre avec eux pendant tout ce temps. Je pense que le bébé a assisté à tout ce qui s'est passé en amont. Et bien entendu, le temps qu'on m'appelle, le temps que je vienne, le temps des discussions, je pense qu'il était tout ce temps-là dans la chambre avec eux. Et quand j'ai réussi finalement à défoncer la porte, quelqu'un l'a fait sortir rapidement et puis ils l'ont emmené en lieu sûr. Mais ce que moi je veux savoir, c'est vrai que tu disais que 3 mois avant, les choses ont commencé à empirer et tout. Est-ce qu'elle-même, Mariam, elle t'en avait parlé? Elle te parlait des violences conjugales qu'elle subissait? Parce qu'apparemment, ce n'est pas que ce jour-là. Il y a eu plusieurs fois des bagarres et tout. Est-ce qu'elle t'en avait parlé? Non, à l'époque, ce n'était pas véritablement des bagarres conjugales, non. C'était des problèmes d'alcool, c'était des tentatives d'essayer de régler ce problème d'alcool où manifestement elle était très impliquée et elle cherchait à tout vent des solutions pour pouvoir sortir. Et avec tout ce qui la consommation d'alcool manifestement amène. Mais à ce moment-là, il n'était pas véritablement question de violence conjugale. Pas à ce moment. En fait, mais peut-être qu'elle ne vous disait rien. Parce qu'un homme qui rentre chaque soir, vraiment sous, en état d'ébriété, peut quand même faire des choses à sa femme. Maintenant, cette dernière voudra le protéger parce qu'elle aime son mari. Et puis, le protège. Et puis, ne vous dit rien. En fait, pourtant, elle souffre. Raison pour laquelle elle a voulu maintenant régler le problème d'alcool. Elle se dit, par exemple, si mon mari cesse de boire, peut-être que je ne subirai plus de violence dans ma chambre. Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, donc pour moi, peut-être elle subissait des violences dans sa chambre à vos insus. Voilà. En fait, il y a 2 ou 3 ans de cela, elle m'a appelé une fois nuitamment et je ne peux pas vous dire si c'était la première fois qu'il l'avait tapé ou si c'était la deuxième fois. Ce jour-là, je me suis présenté à son domicile. Et bien entendu, elle était très affectée. J'ai pris le temps de discuter avec lui, en lui expliquant que nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Une erreur, ça peut arriver. Ce soir, nous avons même bulleté. Je lui ai tout simplement expliqué que, première fois, c'est acceptable. D'ailleurs, ça ne l'est pas.
Mais la première fois, on peut laisser passer. Et la première fois, nous sommes des adultes, nous allons dans un système de médiation, tout à fait. Je lui ai expliqué que la prochaine fois que je devrais revenir, ça ne se passerait pas ainsi. Je pense que ce jour-là, il a dû comprendre. Mais j'ai malheureusement, peu après, dû m'absenter pour des raisons professionnelles. Je me suis rendu au Burkina Faso pendant 1 an et demi. Et a posteriori, je me suis rendu compte que ça avait repris. À quel moment? Je ne sais pas. Mais il a dû y en avoir beaucoup de par certains messages et de par certaines communications qu'elle avait eues avec des amis à elle. Elle en parlait à ses amis? Elle en a parlé à ses amis, D'accord. mais elle n'en parlait pas beaucoup. Vous savez, elle estimait que c'était de sa responsabilité parce qu'elle avait voulu, elle avait souhaité se marier avec ce monsieur-là. Il était de sa responsabilité d'essayer de régler ce problème et de ne pas faire porter le fardeau par sa famille et par ses amis. Donc elle en a parlé un certain nombre de fois, mais je suis certain qu'il y a dû avoir beaucoup plus d'occasions où ça a dû se passer. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes bien sûr en train de suivre ce numéro à nous la télé spécial hommage à Mariam Diallo, qui a été donc assassinée par son mari le 5 février dernier. Et nous avons sur notre plateau M. Cheikh Tidiane Diallo, qui est le frère donc de Mariam Diallo. Alors le 8 mars dernier, nous avons eu une émission où nous avons voulu égrener tous les problèmes que les femmes rencontrent ici à Bamako et ailleurs. Et à l'occasion de cette émission, nous avons reçu, M. Mahaman Agali Maïga, qui est substitut du procureur en commune 6. Et je vais vous permettre de revoir son intervention concernant les violences conjugales. Rien n'explique la violence. Mais moi, en fait, les différentes causes même, sinon que le caractère même d'un homme violent, la plupart du temps, c'est des gens nerveux, c'est des gens qui ont un tempérament électrique, c'est des gens qui sont accros à la drogue, à l'alcool. Donc dès que tu vois un homme comme ça, je me dis quand même c'est les premiers signes. C'est à ce niveau précis que la femme qui doit devenir la prochaine victime doit prendre les dispositions. Les dispositions, c'est quoi? C'est-à-dire alerter l'entourage, alerter les institutions qui sont chargées de permettre de réprimer de tels comportements. Mais moi je me dis, si tu vois que tu es dans un mariage, c'est parce que tu es d'abord vivante. Le mariage... Je pense que ça s'applaudit. Le mariage, quoi qu'on puisse dire, c'est d'abord, il faut être heureux. Lorsqu'il n'y a plus cette ambiance joviale dans le mariage, je pense que ce n'est pas la peine de tirer. Voilà, c'était donc l'intervention de M. Mahaman Agali Maïga, substitut du procureur en commune 6, M. Agali de M. Maïga, que nous avons reçu à l'occasion donc de l'émission spéciale 8 mars de Maïcha. Alors, M. Agali disait tout à l'heure que quand on sent qu'on n'est plus heureux dans un mariage, je pense que c'est pas la peine de tirer. Aujourd'hui, vous m'avez dit hors antenne que beaucoup de langues sont en train de se délier par rapport à ce qui s'est passé avec Mariam Diallo. Pour vous, comment ces femmes-là justifient aujourd'hui ce long silence? Vous savez, je pense que l'un des coups les plus durs que j'ai eu à vivre après l'incident de Mariam, c'était de réaliser le nombre de femmes qui étaient confrontées à ce type de situation. Je vous dis, c'était l'un des chocs les plus durs que j'ai eu à subir. Elle l'explique essentiellement par le côté société. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes marié, ce n'est pas deux individus qui se marient, c'est deux familles qui viennent ensemble. Bien sûr. Et pour leur mère, ce serait quelque chose de très difficile à supporter que de voir leur fille venir à devoir divorcer ou avoir ce type d'informations qui seraient mis au jour au sein de cette société-là. Et donc, elles ont ce sentiment de honte, ce sentiment de peur d'être singularisées, peur de devoir s'expliquer parfois devant des personnes avec qui elles n'ont pas nécessairement envie de discuter, peur de devoir être mis au banc
de cette société, parce qu'elles seraient vues comme voilà, des femmes qui ne savent pas comment s'occuper d'un foyer. Elles seraient peut-être éventuellement vues comme des femmes qui ne sont pas dignes. Qui n'ont pas su préserver leur foyer. De subir le minimum de difficultés, quand souvent leurs mères elles-mêmes ont été victimes de ces coups et blessures. Exactement. Pour ne pas vous couper, c'est pour toujours justifier ce que vous dites. On a vu souvent dans nos villages aux anciens temps des maris qui battaient leur femme jusqu'à la mort, mais on couvrait l'affaire. La nuit, on enterrait la femme et on se levait le matin pour dire elle a eu des malaises et puis elle est décédée. Mais elle est décédée comment? On ne sait pas. Vous voyez? Donc toutes ces formes de violence existent au fin fond de certains pays, mais les femmes n'osent pas parler. Parce qu'aujourd'hui, la fierté d'une maman, c'est de voir ses enfants se marier. Mais ne pas voir ses enfants retourner à la maison pendant le mariage. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, tu as été incapable en tant que mère d'éduquer ta fille à pouvoir subir certaines pressions de son mari. D'où vraiment ces genres de choses, vous voyez. Donc ces genres de choses arrivent vraiment parce que même si la fille subit des violences et vient raconter à sa maman, son papa, tout simplement, ils lui disent retourne dans ton foyer, tu as vu moi-même en tant que mère, j'ai subi pire, mais j'ai pu maintenant, voilà, je suis bien, retourne dans ton foyer. Vous voyez, donc il faut que les mamans aussi arrêtent certaines fois de faire ces choses-là. Le problème est plus profond. Quand tu vois ton enfant souffrir dans son ménage, il faut vraiment essayer de l'aider. Si tu ne peux pas l'aider, sors-le de ce ménage. C'est vrai, on ne dit pas aux gens de divorcer, mais quand même, si on ne peut rien, avant de perdre ta fille, il faut vraiment la reprendre. Au moins, une autre personne pourra la voir et l'épouser. Et puis, les frères aussi, vous les frères, je pense que vous jouez un rôle très important. Parce qu'en général, quand une fille subit ces genres de violence, elle s'adresse automatiquement à son frère, à son grand frère, parce que c'est son bras droit, c'est sa force. Donc, elle se dit que, bon, moi, c'est mon frère qui peut au moins affronter mon mari. Donc, c'est à lui seul que je peux me confier. Mais généralement, qu'est-ce que vous dites? Ah, vraiment, ma fille, tu appelles le mari, tu lui causes, non, tu vois, c'est ta sœur, toi aussi, il faut la prendre, et puis l'affaire passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on dit. On est des femmes. Parce que le problème est plus profond. Il est non seulement sociétal et tout, mais je crois que toutes ces femmes qui subissent ces violences au quotidien, je crois qu'elles, aujourd'hui, nous voulons vous donner l'opportunité, sinon l'occasion de pouvoir parler. Parce que c'est vrai que cacher ces choses-là, monsieur Agali Maïga le disait dans le reportage, c'est seulement lorsqu'on est en vie qu'on peut parler de mariage. Donc il ne faut pas attendre. Pour nous, nous ne voulons pas lancer la pierre à qui que ce soit à travers cette émission hommage à Mariam Diallo, mais nous voulons vous donner l'opportunité de parler. Vous qui vivez cette situation, c'est vrai que j'ai vu pas mal de messages que Cheikh a reçus. J'ai vu moi-même des publications sur les réseaux sociaux, les langues se délient. Il faut qu'on ose parler, il faut qu'on sorte de cette pression sociale et tout. Il faut qu'on puisse parler et c'est très 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 important. Je vais demander encore à Cheikh, aujourd'hui, que devient le fils de Mariam? Le fils de Mariam est en ce moment avec sa grand-mère, avec la maman de Mariam. Et donc, pour le moment, c'est elle qui s'en occupe. Et il n'y a pas eu il n'a pas été traumatisé, il n'en parle pas? Écoutez, il a 16 mois, donc véritablement, il ne peut pas encore s'exprimer. Mais il est vraisemblablement angoissé. Il a été vu par des spécialistes qui ont dit qu'il était angoissé. Là, depuis une semaine, il ne dort pas la nuit. Absolument pas. Il passe toute la nuit à pleurer. Il se jette d'un côté, il se jette de l'autre. Donc c'est très, très dur. Et on espère pouvoir lui apporter un accompagnement qui lui permettra, on l'espère, de pouvoir oublier parce de lui permettre d'avoir une vie. Oui, tout à fait. Il a tout vécu. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile. Alors aujourd'hui, vous êtes dans cette situation, vous avez perdu votre sœur suite donc aux violences conjugales. Comment aujourd'hui vous vous ressentez face à ce fléau-là qui perdure au Mali? Vous savez, comme je vous l'ai expliqué, hein, je ne savais pas à quel niveau ce fléau-là était ancré dans notre société. Je ne savais pas combien ces nombreuses femmes souffraient des coups et blessures de leur mari. Je profite de ce micro pour
lancer un hommage et me rappeler à ces femmes qui n'ont pas nécessairement eu l'honneur des projecteurs, mais qui ont subi des violences. Et qui en subissent toujours. Qui en subissent toujours. Et je vous dis, pas plus tard qu'hier, j'ai une amie que je connais depuis un certain moment, qui pour moi vivait un mariage heureux. Peut-être pas heureux, parce que les mariages heureux aussi, peut-être qu'il faut les chercher, mais un mariage quand même apaisé sans violence. Et elle m'a transféré les images des coups et blessures qu'elle a subis par son mari. C'est atroce. Je vous dis, on avait l'impression qu'elle sortait d'un match de boxe. Wow. Elle avait le front enflé, elle avait les yeux rouges, le visage enflé, les oreilles déchiquetées. Je ne comprends pas que on puisse aller chercher une femme chez elle, dans sa famille, que cette femme vienne, qu'elle accepte de prendre votre nom, qu'elle accepte de bâtir avec vous une maison, qu'elle accepte de s'occuper de cette maison, qu'elle accepte de subir tout ce que la société lui fait subir au quotidien, qu'elle accepte d'éduquer, de vous faire des enfants, de les éduquer ensuite, et que vous en veniez à porter la main sur elle. Visible ou pas, je ne comprends pas cet état de fait. Et quelle que soit l'excuse que les uns et les autres vont vous donner, absolument rien. Absolument rien. Une excuse qu'on puisse porter la main sur une femme. Absolument rien. Je vous assure que des témoignages que j'ai reçus, je pense que rien, absolument rien, ne sépare ces hommes qui posent des actes pareils, des sectes comme Boko Haram que nous venons de voir, de ces membres de l'État islamique. Je vous assure, parce que les violences qu'elles subissent, elles le subissent souvent en silence. Exactement. Elles essaient d'être dignes, mais je vous dis, l'impact que ça a sur ces femmes, j'ai du mal à en parler aujourd'hui parce que c'est véritablement quelque chose qui me tombe dessus, mais ce n'est pas possible et rien ne peut justifier. Ces hommes qui veulent taper sur ces femmes, vous savez, vous avez les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Sotrama qui sont prêts à en découdre avec vous à tout moment. Si vous vous sentez le besoin de taper sur quelqu'un, nous-mêmes nous sommes là, venez, nous pouvons en découdre. Mais c'est quand même assez, je dirais, je ne veux pas le dire lâche parce que malheureusement, j'ai même des tontons qui se prennent à... On a des oncles, on a des pères, on a des oncles qui se prêtent à ce type de jeu. Donc je ne veux pas insulter les actes qu'ils posent, mais c'est vraisemblablement quelque chose sur lequel il faudrait... C'est vrai que le cas de Mariam Diallo, son mari était tout le temps en état d'ébriété. Donc on peut comprendre que quand il est dans une situation où il ne peut pas se contrôler, c'est en ce moment-là qu'il violentait Mariam Diallo. Mais avec nos parents qui sont là actuellement, peut-être oui. Je ne peux pas affirmer cela, parce qu'encore une fois, comme je vous explique, ce n'est qu'à posteriori des choses que nous avons compris qu'effectivement il y a eu des moments, et je ne peux pas compter combien, qu'il y a eu des moments où il a été violent. Est-ce que ça s'est passé quand il avait consommé ou quand il n'avait pas consommé? Ça, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. C'est bon à préciser parce que justement, il y a des femmes qui subissent des violences sous l'alcool, sous l'effet de l'alcool. Ça, on peut comprendre. Mais des gens, ça, on ne peut même pas comprendre. Mais à plus forte raison, des gens qui ne consomment pas d'alcool, qui ne prennent pas de stupéfiants, mais qui sont violents naturellement. Ouais, parce qu'ils se disent, nous sommes des Africains, on est parti doter notre femme, on l'a amenée à la maison, donc elle nous fait des enfants et elle nous obéit à la lettre. Si ces choses-là ne sont pas obéies à la lettre, ces désirs ne sont pas obéis à la lettre, c'est les coups et les blessures qui viennent. Mais moi, il y a un vieux qui m'a une fois dit, tout homme, en voulant battre sa femme, s'il pense que c'est sa maman qu'il est en train de battre, il va arrêter automatiquement. Parce que vos femmes sont vos mères, comme on dit. Donc si vous les considérez comme vos mères, je pense que vous ne pouvez plus jamais les violenter dans ce sens-là. Donc je pense que le respect de sa maman commence dès là-bas. Voilà.
Tout Voilà, à fait. voilà. Mais moi, j'aimerais demander à M. Diallo, c'est vrai qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, celles qui sont violentées, qui se taisent là-dessus, et ou qui souvent en parlent aux parents, mais qui les encouragent, qui les dit d'essayer de supporter, c'est ça le mariage. Quel message est-ce que vous adressez à ces parents-là qui voient justement leur fille vivre, se faire violenter dans leur foyer conjugal, mais qui les encouragent à rester? En fait, je répondrai à cette question en disant que les femmes, d'abord, devraient prendre conscience de ce qu'elles sont. Vous êtes les éducatrices de la nation. L'éducation des enfants passe par vous. Une femme meurtrie ne peut pas véritablement, au meilleur de ses capacités, élever dignement et convenablement son enfant. À ce titre, aucun homme ne devrait avoir à porter la main sur vous. Ce n'est inscrit nulle part et surtout pas dans les documents que vous signez à la mairie. C'est clair. Il faut se rappeler que ce document que vous signez à la mairie n'est rien d'autre qu'un contrat. Et dans ce contrat, il n'est nulle part stipulé qu'un homme avait un droit physique sur sa femme, le droit de battre sa femme. Donc à ce niveau, il faudrait que vous soyez en mesure de porter haut et fort ce type de revendication, et il faut que vous puissiez en parler. Il faut en parler. Parce que quand vous n'en parlez pas, les gens ne le savent pas. Première des choses. Deuxième des choses, au niveau des parents. Comme vous venez de l'évoquer, effectivement, quand elles vont vers leurs parents, souvent, on essaie d'utiliser une conciliation. On essaie d'arranger les choses. Mais sans arranger les choses à la base. Parce que à la base, c'est la violence qui les amène à s'ouvrir aux parents. Donc, il faut pousser à ce que cette violence cesse immédiatement, le cas échéant, la sortir de cette histoire. Parce que Peur aussi, comme vous dites. Elles ont peur de sortir, de manifester. Parce que, voilà le cas de notre sœur, c'est le premier cas qui a été médiatisé, normal, bien à Bamako. Mais moi, j'aurais été à la place de toutes les femmes de Bamako, j'aurais pris ma pancarte, j'aurais écrit et j'allais faire une marche. Donc, moi, c'est ça que j'attendais des femmes maliennes. C'est ça que j'attendais de nos sœurs, actuellement là où elles sont. Tout le monde reste chez elles, parler, donner une version différente de ce que vous venez nous raconter, alors qu'elles pouvaient faire quelque chose pour médiatiser, pour dénoncer leur mari qui les violente à la maison. Vous voyez? Donc je pense que nos sœurs, voilà, c'est l'appel. Voilà, il faut que ces femmes-là osent dévoiler ce qu'on leur fait et osent faire des marches ou bien osent créer des associations. C'est vrai, on a une association de femmes battues, mais ce n'est pas suffisant. C'est une association qui vit dans l'ombre presque. Quand je dis dans l'ombre, c'est pas les femmes se cachent pour venir. Mais il faut quand même que cela soit vraiment répandu un tout partout pour que les femmes puissent connaître leurs droits sur ce plan-là. Voilà. Parce qu'il y a certaines femmes qui se disent, quand je suis mariée, quand mon mari me bat, c'est normal. Vous voyez? C'est une question d'éducation. Il faut comprendre cela. C'est une question d'éducation. C'est vraisemblablement une question d'éducation. Quand elles pensent que c'est normal, parce que on s'accorde toujours à essayer de faire accepter aux gens ce qui est inacceptable. Et encore une fois, je répète, cela est inacceptable. Mais ensuite, il faudrait aussi quelque part que le gouvernement s'implique un peu plus. Parce il faut que les femmes prennent conscience que le gouvernement est là pour eux. Elles représentent la moitié de la population. Bien sûr. Plus de la moitié. Plus de la moitié d'ailleurs. Le gouvernement doit mettre en place des projets de loi, faire voter des lois qui aillent véritablement dans ce sens, avec des lois qui pénalisent véritablement, mais avec bien entendu des lois qui permettent un accompagnement de ces femmes. Parce que c'est une des choses de pénaliser la personne, l'auteur de ces actes, mais c'est une autre chose que de permettre à cette femme de revenir convenablement dans la société et de pouvoir, bien entendu, bénéficier de certaines lois qui lui permettent de se remettre sur pied. Mais parlons de loi, Cheikh Tidiane. Est-ce qu'aujourd'hui, où en est la procédure? Aujourd'hui, le mari assassin, qu'est-ce qu'il devient et où on en est véritablement? Vous savez, on est, quoi qu'on dise, on est dans un état de droit.
Et donc, bien entendu, la justice s'est emparée de ce dossier. Il est en ce moment en prison et la justice suit son cours. Et nous laissons la justice travailler. Aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé, vous savez, ce n'est plus nécessairement notre dossier. Beaucoup d'associations, beaucoup de personnes se sont eux-mêmes appropriées cette situation. Donc nous savons que même si nous devons garder un certain regard sur ce qui se passe, nous savons que la justice va faire son travail. Nous avons confiance aussi à la justice. Avec du recul aujourd'hui, c'est vrai que ça va faire plus d'un mois que Mariam nous a quittés. Avec du recul, quand tu observes tout ça, tu ne t'en veux pas à un moment? On ne peut pas, sans vouloir, on ne sait pas, on se pose véritablement beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de choses qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'il n'y a pas plus de choses que nous aurions pu faire? Nous en vouloir, je ne pense pas, parce que nous avons quand même été, autant que nous avons pu, nous avons été à ses côtés. Nous avons été aux côtés aussi du meurtrier. Nous avons tenté depuis toutes ces années de l'accompagner. Et c'est l'un des sentiments, bien entendu, de la pauvre maman Mariam, c'est un sentiment de trahison, parce que estimant qu'avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a intenté pour pouvoir le sortir de ses problèmes, que la personne qui est censée te protéger en vienne à te tuer, et te tuer de quelle manière? La manière aussi. C'est terrible. En tout cas, merci Cheikh d'avoir accepté de parler de cette situation. C'est vrai que des femmes, des langues se délient, des hommages sont rendus à Mariam à travers les différentes manifestations qui ont lieu à Bamako. On rappelle que Mariam était la secrétaire particulière de Madame la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme à la dernière édition donc, de Bamako Fashion Week. Une collection Bogolan qui était signée Rakitiam a été dédiée donc à Mariam. Nous aussi au niveau de Maïcha, c'était notre façon de rendre hommage à Mariam Diallo et nous ne pouvions pas le faire sans avoir quelqu'un de très proche, à savoir donc son frère qui a accepté de nous parler. Alors quels seraient tes derniers mots, un message peut-être aux femmes qui se cachent encore et à la population qui nous regarde? Alors je lance un vibrant appel à toutes ces femmes qui sont sorties de l'ombre. Donc je leur demande d'accompagner celles qui sont encore dans l'ombre. Je demande à celles qui sont dans l'ombre de bien vouloir se manifester. Se manifester à la famille, aux parents, et lorsque ça n'a pas porté ses fruits, se manifester au niveau de la justice. Et malheureusement, souvent, ceci ne porte pas aussi toujours ses fruits. Exactement. Dans ce cas, il y a des associations, il y en a plusieurs. Et je vous dis, je ne suis pas véritablement au parfum de tout ce qui se passe dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais nous sommes en train de nous organiser et nous allons tenter d'apporter un soutien quelconque à toutes ces femmes-là. Donc il faut qu'elles se manifestent, il faut qu'elles en parlent et surtout, il faut qu'elles puissent concilier les preuves de ce qui se passe. Souvent, la preuve n'est pas visible, mais très très souvent, les preuves sont visibles. Les femmes sont obligées d'aller chez le docteur et mentir en expliquant qu'elles ont eu un accident, qu'elles sont tombées des escaliers. Et ça arrivait à plusieurs reprises. Je sais, et de par les témoignages que j'ai reçus, souvent elles partent au niveau des mamans qui les renvoient chez leur mari. Au niveau de la justice, quand elles veulent porter plainte, quand elles veulent divorcer, on leur dit que, vous savez, les violences conjugales ne constituent pas une cause de divorce. Véritablement une cause de divorce. Alors, c'était la première fois que j'entendais cela, mais fort est de reconnaître que beaucoup, effectivement, ont dit que devant la justice, on les a renvoyés chez eux parce qu'on leur a dit que ce n'était pas une cause de divorce. Certaines ont même ramené leur dossier médical. Le magistrat nous disait le contraire. Leur dossier médical. Certaines ont ramené leur dossier médical au niveau de la justice et ça n'a pas été pris en compte. Parce qu'eux-mêmes, ils battent leurs femmes au niveau de la justice, c'est ça. Je n'ai pas peur de dire ça. Écoutez, parce que si vous ne voulez pas comprendre la personne qui est en face de vous, la personne qui est en détresse, qui est en face de vous et qui demande au secours, et que vous fermez les yeux dessus, c'est que vous savez comment vous vivez chez vous. Que dans cette société-là, il n'y a que les femmes qui se comprennent entre elles. Une femme va voir une amie, une tante, lui expliquer qu'elle est victime de violences conjugales. Elle peut comprendre cette fille-là qui souffre. Mais tu vas en parler à un homme, il va dire, oh, celle-là, elle a dû l'emmerder
emmerder comme elles le font d'habitude et ils ne s'intéressent pas du tout. Vous savez, je ne suis pas certain que ce soit véritablement le cas. Et il faudrait qu'elles en parlent. Je suis certain, et avant le cas de Mariam, j'ai connu quelques cas qui ont pu être réglés parce que ces femmes en ont parlé et certaines personnes se sont présentées et ont expliqué véritablement à leurs conjoints que si jamais ça devait se reproduire, ils amèneraient les choses ailleurs. C'est clair. Parce que, Il y a ce soutien-là. dans les rues de Bamako, je prends exemple sur Bamako, j'ai plusieurs fois vécu ce genre de scène-là où tu vois un homme dans la rue en train de battre une femme. On dit celle-là, ça doit être sa copine, elle a trahi ou elle est sortie avec un autre gars, il l'a attrapé et le tape. Et personne ne lui vient en aide. Hein. Tout le monde est là, il regarde, d'autres se marrent, mais personne n'aide cette fille-là qui est en train de se faire tabasser. C'est véritablement un problème d'éducation, comme on le disait. Plus d'une fois, j'ai été... j'ai vu ces scènes-là en live. J'étais témoin de cela. Cela se passe à Bamako, mais dans certains pays quand même, tu n'oses pas toucher une femme dans la rue, sinon tu seras lynché. Oui, je connais des pays qui sont comme ça. Tout à fait. Voilà, donc là, tu ne touches pas une femme. Alors, Tizane, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on poursuive l'émission? Non, en fait, quand on parlait du nombre de femmes qui sont sujetties à ce type de souffrance, en fait, je voudrais faire référence à un mail que j'ai reçu d'une amie hier. Il s'agissait du discours de la représentante au Mali d'ONU Femmes et qui disait mais qui a besoin de statistiques dans ce genre de cas? Parce qu'une femme martyre, une femme qui subit ce genre de violence, c'est un cas de trop. C'est clair. Donc nous n'avons pas besoin de plus de statistiques. Mais j'ai compris qu'en Afrique, une femme sur 6 subissait des violences conjugales. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diallo. On va poursuivre, essayer autant que faire se peut de poursuivre donc cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions sur le plateau de À nous la télé ce matin. On va aller maintenant au Burkina pour notre reportage du jour et après on se retrouve pour en parler. À nous la télé. L'histoire du groupement Nabonswende date de 1995. Une aventure, dirons-nous, heureuse, car depuis l'époque où ces femmes ramassaient la terre pour la revendre et avoir leur pitance, elles étaient loin d'imaginer ce qui se passe aujourd'hui. C'était en 1995 qu'on a commencé avec l'appui de l'AMIFOR et puis l'appui de fer. C'est fer qui nous a donné le fourrage qui est là, qui est devenu qu'on a transformé par plaque solaire. Non? Et puis après, on nous a recruté 5 femmes pour aller former comme quoi pépinière. Après ça, on nous a recruté 25 femmes pour travailler marissage. Et c'est ainsi que les femmes qui travaillent, qui ramassaient le sable pour vendre, ont été approchées pour voir si elles voulaient travailler en partenariat avec l'amicale des forestières. Elles ont beaucoup évolué. Elles ont la possibilité d'utiliser les pompes et même un dispositif de la technique d'irrigation goutte à goutte obtenu grâce au parrainage de l'AMIFOP, l'amicale des forestières du Burkina. Les plants de salade, on peut vendre 10 000 francs, 16 000, 7 500 et puis tu enlèves l'argent de l'engrais, l'argent pour payer et les gardiens, et puis le courant, et puis le reste, tu encaisses. Et puis, l'an 2004, on nous a délégué à Mauritanie. On a eu le premier prix SILS. Ces femmes sont soutenues également par le ministère de l'Agriculture qui leur apporte un appui technique. Toutefois, tout n'est pas rose. Des difficultés subsistent. La plus grosse difficulté que nous avons, c'est le manque de châteaux. Nous en avons vraiment besoin. Elles étaient 25 aujourd'hui, elles sont près d'une centaine, mais comment adhérer à ce groupement? Nous sommes nombreuses. Il y a des veuves, celles dont les maris n'ont pas assez de revenus aussi. Quand elles viennent, nous leur demandons d'approcher l'AMIFOB qui, en retour, leur demande 2000 francs pour l'adhésion au groupement. Pour la représentante de l'AMIFOB, c'est une expérience réussie que l'on devrait reproduire sur l'ensemble du territoire.
Quant à la présidente du groupement, elle lance un cri de cœur. Mon cri de cœur, je le lance à mes consoeurs. Elles ne doivent minimiser aucun travail. Du moment où un travail te nourrit, il est honorable. Les femmes sont très actives sur le terrain et la terre le leur rend bien. Quand bien même elles ont réussi là où beaucoup ont échoué, chez elles, il n'y a pas d'autosatisfaction. Bien au contraire, elles ne tarissent pas d'imagination et d'ambition pour aller plus loin. Autonomisation des femmes et appui technique aux femmes rurales, c'est ce dont nous parlons pour notre reportage du jour. Et comme vous le savez, le thème de cette année pour la Journée internationale de la femme était donc, l'un des thèmes, était autonomisation des femmes. Et tant qu'on aura des reportages de ce genre, c'est avec plaisir et beaucoup de plaisir même que nous les diffuserons donc sur Maïcha. Et on ne cessera de le dire, une femme qui est autonome, c'est un pion pour l'avancement du développement des pays. N'est-ce pas, mesdames? Exactly. C'est un pays aussi qui avance. Moi, j'aime trop dire ça. Sans nous, les femmes, là, un pays n'avance pas. C'est vrai. Même le président de la République, là, quand il doit prendre des décisions, là, il dit tout le temps, attendez demain, je vais vous donner la réponse. Ou bien attendez un autre jour. C'est tout simplement pour demander à sa femme la nuit des conseils et puis le lendemain les mettre en pratique. Voilà. Mais décide la nuit, la barbe l'exécute le jour. Voilà, c'est la même chose qu'une femme autonome. Une femme qui est autonome peut prendre la parole partout, peut aller partout où elle veut, tout simplement parce qu'elle compte sur soi-même. Elle ne tend pas la main, elle ne dépend pas des autres. Parce que quand on dit que quand tu dépends d'une autre personne, tu deviens son esclave. Alors que ces temps-là sont révolus. C'est vrai, on l'a dit ici, les tests aussi le disent. Une femme qui est autonome, qui gagne bien sa vie, en général, 80% de ses revenus sont réinvestis dans l'entretien de sa maison, de ses enfants, dans l'éducation, voilà, de ses enfants et tout, contrairement aux hommes. Donc, on gagnerait plus à investir dans l'autonomisation des femmes. Quand les hommes gagnent plus, ils pensent aller chercher notre épouse. Est-ce que tu es d'accord avec Tidiane? C'est ça. Bon. Tu épouses une femme, tu avais par exemple 50 000 par mois, maintenant au fil des années tu arrives à avoir 100 000, tu dis bon. Je peux prendre avec mes enfants et faire vraiment de bonnes choses avec ma première femme. Tu dis non, je vais doter une autre femme et l'amener. C'est ça votre problème. Donc, alors que nous les femmes, nous gagnons l'argent pour entretenir nos maris, entretenir nos enfants à la maison. L'autonomisation est tellement importante quand on sait que la femme est souvent appelée à être veuve. Voilà. Et quand elles sont veuves, malheureusement, avec les injustices que ces veuves-là vivent, elles n'ont rien pour subvenir à leurs besoins et s'occuper de leurs enfants. Et c'est à cette période-là, justement, qu'on se rend compte de l'importance de l'autonomisation des femmes. Il faut aussi qu'on rappelle que quand on parle autonomisation des femmes, certaines personnes pensent qu'il faut aller travailler dans des bureaux, il faut être... Non. Et là, l'exemple nous le montre bien avec ce reportage. Ce sont des femmes rurales. Elles ont eu un appui technique pour pouvoir faire mieux ce qu'elles faisaient déjà. Aujourd'hui, moi, je suis fière quand je regarde des femmes qui sont dans les villages, qui approvisionnent nos marchés, qui nous permettent de pouvoir manger tous les jours. Ces femmes-là doivent être encouragées, doivent être soutenues. Voilà. Fait en plus. Effectivement, elles l'ont toujours fait. Et c'est une façon d'être autonome également. Le malheur est que si ces femmes-là viennent, par exemple, en ville, nous, les femmes émancipées, comme on se dit, les femmes autonomes qui sont dans les bureaux, nous ne les considérons pas. Pourtant, c'est elles qui nous nourrissent. Bien sûr. Donc, on doit leur tirer nos chapeaux, vraiment leur dire que c'est vous, nos supérieurs. Les vêtements qu'on porte, le coton, c'est elles qui vont cueillir le coton, qui filent le coton, qui emmènent ça chez les tisserands, qui tissent, qui en fait un tissu et qui passe chez les tailleurs, qui court et puis on porte ça. Hommage à ces braves femmes des villages, hommage à toutes ces braves femmes donc qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard le soir, juste pour approvisionner nos marchés, juste pour permettre à ces personnes qui vivent dans les villes de pouvoir être ce qu'elles sont, et on ne peut que donc leur dire merci et leur rendre hommage. Alors Cheikh, Jeannette disait tout à l'heure que lorsqu'un homme a de l'argent, il préfère aller prendre une deuxième femme plutôt que de réinvestir dans sa maison, dans son foyer. Qu'est-ce que toi tu dis de cela? Je vais rendre hommage à ces femmes. D'accord. Qui se lèvent tôt le matin et qui sont toujours les dernières à aller se coucher. Bien sûr. Ces femmes qui, en fait, font l'essentiel du travail. Vous prenez depuis les origines, dans nos villages, jusqu'ici, c'est elles qui font la majeure partie du travail.
Et on a toujours dit qu'une femme, quand elle s'applique dans un business, elle le fait toujours mieux que les hommes. C'est clair, c'est vrai. Voilà, c'est clair, Jeannette. Ça ne veut pas dire... Moi, c'est la question. Il a évité la question et je comprends pourquoi. Non, parce que nous, on a l'habitude de taquiner les hommes quand ils sont sur notre plateau. Donc, pour nous dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Si les hommes, c'est pas tous les hommes qui le font, mais certains hommes, quand ils ont de l'argent, le premier pensée, c'est ma première là est vieille et ça va maintenant, donc je vais amener une autre. Non, je ne dirais pas que c'est la première pensée. Vraisemblablement, certains hommes pensent à aller épouser une seconde femme lorsqu'ils ont... Certains hommes. Pas tous, je ne suis pas certain que ce soit la majorité, mais c'est vrai, il est vrai que certains hommes y pensent effectivement. Voilà. Bienvenue maintenant sur le plateau parce que Jeannette n'allait pas te lâcher. C'est trop émouvant, il fallait que je mette du piment. Parlons donc des femmes qui approvisionnent nos marchés. Elles permettent également à l'équipe de Hockey Chef de vous proposer chaque jour ces plats que nous vous proposons donc dans cette émission. On va les retrouver en cuisine et on se retrouve après pour conclure l'émission. C'est parti pour notre salade. Commençons par faire une vinaigrette. Prenons 3 cuillerées à soupe de moutarde, du vinaigre, juste un peu pour que la vinaigrette soit bien lourde, pour bien enrober les pâtes, du sel, du poivre, bien mélanger et y ajouter de l'huile d'olive. Mélanger. Ajoutez à cette vinaigrette une bonne quantité de 200 g de macaroni déjà cuit, une cuillerée à soupe de capre, un oignon émincé, un poivron vert émincé et une tomate émincée. Mélangez le tout. Incorporez à ce mélange 240 g de thon en morceaux. Mélangez délicatement pour ne pas écraser le thon et ajoutez de l'huile d'olive. Dressez la pâte dans une assiette, décorez avec le reste du thon et du persil. C'est facile et digeste. Pour réaliser notre salade de macaroni au thon, il nous faut 200 g de macaroni, 240 g de thon en conserve, 3 cuillerées à soupe de moutarde, une cuillerée à soupe de capre, un poivron vert émincé, une tomate émincée, un oignon émincé, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre. Passons à présent au filet de mérou poché au gombo sec ou, si vous voulez, filet de mérou poché au djumblé. Nous faisons d'abord un court bouillon parfumé avec le thym, le laurier, du piment, du sel. Ajoutez de l'oignon. Ce bouillon nous servira à pocher le poisson et comme base pour la sauce, plongez-y le filet et assaisonnez avec du sel et du poivre. Pochez pendant 10 minutes. Retirez le thym et réduire le feu. Retirez une partie du poisson et ajoutez au reste de la préparation les dés de tomate et laissez mijoter pendant 3 minutes. Mettre 3 cuillerées à soupe de djumblé, mélanger et mouiller avec un grand verre d'eau. Laissez bouillir à feu doux pendant 20 minutes. Cette sauce djumblé sera accompagnée de manioc et bananes. Mais tenez-vous bien, pas sous la forme habituelle. Alors, suivez. Pré-cuire 2 bananes plantains et un morceau de manioc découpé en dés. Hors du feu, mélangez cette préparation avec des ciboulettes et assaisonnez. Dressez l'accompagnement en dôme dans une assiette de service. Posez par-dessus le morceau de poisson poché. Saucez le tout avec notre djumblé et décorez avec le thym et les ciboulettes. Pour réaliser le filet de mérou poché au gombo sec, il nous faut un filet de mérou, une banane découpée en cubes précuits,
un morceau de manioc découpé en cubes précuits, du jumbé, une tomate découpée en dés, un oignon découpé en dés, de la ciboulette, du sel et du poivre. Je parie que vous ne vous attendiez pas à ça. Et oui, avec OK Chef, nous apprenons aussi à revisiter nos classiques pour ajouter de l'originalité à nos connaissances culinaires. Alors, à nos fourneaux pour réaliser ces recettes. OK Chef, bon appétit et à bientôt. Voilà l'équipe de OK Chef qui vient de nous montrer comment réaliser une salade de macaroni au thon et un filet de mérou poché au gombo sec. Recette que vous pourrez bien évidemment refaire chez vous et recette que nous allons servir à notre invité du jour tout à l'heure en cuisine. Alors, Monsieur Cheikh Tidiane Diallo, merci d'être passé sur notre plateau. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. On sait que c'est pas évident de revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé le 5 février dernier, mais vous avez accepté pour Maïcha et pour les femmes qui subissent ça au quotidien. On tenait vraiment à vous dire merci. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames. Violence conjugale, ma sœur s'est fait assassiner par son mari en hommage donc à Mariam Diallo. C'était avec monsieur Cheikh Tidiane Diallo, il est manager d'entreprise mais aussi frère de la défunte Mariam Diallo qui s'est fait assassiner par son mari le 5 février dernier. Nous étions au Burkina pour notre reportage du jour et l'équipe de OK Chef vient de clôturer cette émission. On vous retrouvera avec autant de plaisir demain, même heure, même chaîne. Bye bye. Allo la télé, allo la télé, allo la télé.